Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussopt, le ministre en charge des comptes publics. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On parlait juste avant avec le Figaro des mesures de soutien à la consommation. On sait que demain, voilà, les restaurants, notamment les magasins, vont pouvoir rouvrir avec des jauges. Bref, ça rouvre. Est-ce qu'il y aura un jour ou l'autre, c'est la question qu'on se posait, des nouvelles mesures gouvernementales pour relancer la consommation, ou d'abord vous voulez voir, ça peut s'entendre, comment repart l'activité, au-delà de ce qui a été fait par le passé, de maintenir le pouvoir d'achat des Français, ça on l'a dit en 2020, sur des nouvelles mesures pour les inciter à consommer plus, et ne pas avoir peur. La priorité, c'est la reprise. C'est la reprise, c'est le retour à la vie normale, c'est la réouverture, vous l'avez dit, avec quelques contraintes et des jauges, mais la réouverture des bars, des restaurants, terrasses, la réouverture des commerces. Et c'est le retour à une forme de normalité, à la fois permise par le vaccin, par les efforts des Français, pour limiter la contamination et la contagion avec le virus. Il faut qu'on puisse regarder tout cela, voir effectivement comment les choses. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus en matière de mesures de soutien à la consommation. Je vais d'abord et peut-être souligner, comme ça a été fait avant, ce qui a été fait, que les mesures de soutien à la consommation ont déjà été prises et elles sont encore en vigueur. L'année dernière, nous avons connu une récession de 8,2%, c'est historique. Et le pouvoir d'achat des ménages a augmenté de 0,6%. Parce que l'activité partielle a été indemnisée à un niveau inédit, parce que le Fonds de solidarité a répondu présent, parce que sur les nouvelles mesures, les ménages les plus modestes. Maintenant qu'on n'est plus empêché de consommer, qu'on peut... Il y a une épargne de 165 milliards, il faut la mobiliser. C'est ça. Et il faut faire en sorte que la vie reprenne. Moi, j'ai une grande confiance en réalité. Je pense que les Français ont envie de vivre, nous avons tous envie de vivre, nous avons envie de retrouver cette normalité, et de retrouver des sourires, de retrouver des moments conviviaux, de retrouver aussi le goût de la consommation et le goût des achats. Et donc parce qu'il y a ces 150 milliards d'euros d'épargne, il n'y a pas besoin de mesures additionnelles, il n'y a pas de nouvelles mesures qui sont à l'ordre du jour. Nous travaillons aujourd'hui dans le cadre de la préparation d'un projet de loi de finances rectificatif. Nous devons accompagner la reprise, faire en sorte que les mesures d'urgence que nous avons prises s'éteignent de manière très progressive. Et nous regardons quelles sont les mesures aussi qu'il faut prolonger ou mettre en vigueur. Nous allons reconduire la prime exceptionnelle pour les salariés, que l'on appelle parfois du nom du président de la République, pour une 3e année. Nous allons prolonger la durée pendant laquelle les entreprises peuvent souscrire des PGE. Donc prolonger l'existant, mais pas pour l'instant de nouvelles mesures additives. Il n'y a pas de mesures spécifiques qui soient prévues. Nous le regardons. Nous ne sommes fermés à rien, mais nous le regardons. Bruno Le Maire, souvent en plateau, parle, est favorable, on sait, à ce petit coup de pouce aux petites donations, donc autour de 10 000 euros, c'est le montant souvent qui est évoqué. Est-ce que vous y êtes favorable, alors qu'il existe déjà pas mal, c'est vrai, de mesures pour favoriser les donations entre générations? Il existe des dispositifs d'exonération. Bruno Le Maire travaille effectivement sur ce point-là. Vous êtes favorable ou pas? Ça fait partie des mesures sur lesquelles, sur les petites ça fait partie des mesures qui sont aujourd'hui en discussion et qui sont soumises à l'arbitrage. Donc nous aurons l'occasion de présenter un PLFR dans quelques semaines. Projet de loi de finances rectificatif. Nous le présenterons au Parlement et nous verrons dans ce cadre-là quelles sont les mesures à la fois de soutien à l'investissement, d'accompagnement de la sortie de crise, éventuellement de soutien à la consommation. Mais en la matière, et lorsqu'on travaille sur un projet de loi de finances rectificatif, le mieux est de s'en tenir à ce qui est arbitré. Et donc, je peux vous dire aujourd'hui ce qui est arbitré, notamment sur les mesures d'urgence et sur certains... Rien n'est arbitré sur ces petites donations. Pas encore, et nous continuons à travailler sur le sujet. Et Bruno Le Maire a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Et vous êtes sur cette même ligne? Nous sommes, vous savez, à Bercy, nous sommes un PAC. Il y a ce sondage Opinionway pour les Échos qui montre que 4 Français sur 10 estiment que le gouvernement devrait déconfiner moins vite. Je crois qu'il y a aussi 10 Français sur 10 qui souhaitent qu'on déconfine et retrouver la normalité. Ça c'est vrai aussi. Mais autant craignent un rebond de l'épidémie, 40%. À ceux-là qui peut-être ne voudront pas dépenser, ne voudront pas investir, pour relancer la machine, vous leur dites quoi? D'avoir confiance. 40%. D'avoir confiance, la vaccination est un succès. On a beaucoup glosé sur le début de la campagne de vaccination. La réalité, c'est que les objectifs sont tenus. Les objectifs à 10 millions de Français, à 20 millions de Français, toujours avec un peu d'avance, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, la vaccination va bon train, et c'est très bien, nous allons tenir tous les objectifs. C'est le meilleur investissement pour la santé publique, pour l'économie, pour prévenir un éventuel rebond épidémique. Ça n'empêchera pas, justement, et ça n'empêche pas d'appeler aussi à la prudence. La prudence dans les comportements, la prudence dans les gestes. Nous le disons, nous le répétons, la vaccination ne dispense pas des gestes barrières, c'est encore trop tôt pour cela. Et donc il faut cumuler les deux, la vaccination et les gestes barrières, pour avoir les meilleures chances de sortir le plus vite possible de cette crise épidémique. Et à ceux qui craignent une épidémie sans fin, vous leur répondez que vous ne savez pas. Personne ne peut le savoir. Et donc leur dire ça n'existe pas, ça serait mentir ou être présomptueux. Et leur dire c'est absolument certain, ça serait totalement catastrophiste. Nous n'en sommes pas là. Nous nous adaptons au fur et à mesure. Nous avons cette conviction, et les premiers éléments que nous avons le démontrent, que la vaccination et les images
le montre actuellement, la vaccination est la meilleure arme. Et donc, il faut que chacun puisse être vacciné le plus rapidement possible. Sur l'impact économique, Olivier Dussopt, du troisième confinement, il aura moins pesé que le second, qui aura moins pesé sur la croissance que le premier. Je crois que c'est rassurant s'il y en a un quatrième, non? D'abord, je ne souhaite pas qu'il y ait un quatrième confinement, comme personne, mais surtout, ça démontre que nous avons à chaque fois tiré les enseignements des confinements, des périodes de contraintes, pour adapter l'ouverture des écoles, le maintien de l'activité au plus haut niveau possible. Les entreprises se sont adaptées avec un télétravail de plus en plus productif, avec des modalités d'organisation nouvelles. Le premier confinement s'est traduit par une perte d'activité de presque 30 points. Ouais. Le second confinement, c'était 10, non? Le second confinement, nous craignons qu'il y ait une perte d'activité de 20 points. Et en novembre, nous n'avons perdu mais que est un euphémisme, 11 points d'activité. Et je pense que le confinement d'avril sera peut-être à un niveau encore plus bas en termes de perte d'activité. Ce qui est rassurant, c'est que malgré ces contraintes, l'économie résiste bien. Elle résiste bien et nous le mesurons avec des choses très pragmatiques. Je pense aux rentrées fiscales, les rentrées de TVA qui sont meilleures que prévues. Meilleures que prévues. Sur janvier-février. Sur janvier-février. Avant le troisième confinement. Non, mais c'est justement cela qui est le plus intéressant. En janvier-février 2021, en pleine crise sanitaire, nos recettes de TVA pour l'État sont presque identiques, à 1,5% près, à celles que nous avions enregistrées en janvier-février 2020, c'est-à-dire avant l'épidémie, à une période où nous étions en croissance et en activité. C'est plutôt de bonne augure. C'est rassurant. C'est rassurant aussi sur l'impôt sur le revenu. Et par ailleurs, nous avons revu, lors de la présentation du programme de stabilité, notre hypothèse de croissance de 6 à 5% pour tenir compte du confinement du mois d'avril, du quasi-confinement d'avril. Et depuis, la Commission européenne pense que nous serons à 5,7. Ouais. Et le gouverneur de la Banque de France, ce matin, nous dit 5,5. Est-ce que votre prévision de 5%, il me voit venir évidemment, n'est pas aujourd'hui trop conservatrice, trop prudente? En matière de finances publiques, depuis le début de la crise et depuis le début du quinquennat, nous avons toujours fait le choix de la prudence. Je préfère 1000 fois être dans une situation où nous construisons notre budget sur une hypothèse à 5% et de pouvoir réaliser 5,5 ou 5,7% et pourquoi pas plus, plutôt que l'inverse. Et donc, nous avons toujours fait preuve de cette prudence. Donc, si tout se passe bien, quand pourrez-vous actualiser, quand comptez-vous actualiser, revoir à la hausse donc cette prévision de croissance? Il y a deux échéances qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait calées, en tout cas l'une des deux n'est pas tout à fait calée en termes d'agenda. La première échéance tient à l'INSEE qui, de manière indépendante, il faut le rappeler, va rendre publique ses prévisions de croissance à la fin du mois de mai, avec une actualisation. La seconde occasion, la seconde opportunité de révision de ce qu'on appelle le cadre macroéconomique, c'est le projet de loi de finances rectificative qui sera présenté dans les semaines qui viennent, adopté avant l'été. Et ce sera l'occasion, comme à chaque PLFR, donc c'est quelque part de revoir le cadre macroéconomique. Quelque part en juin. Exactement. Bon. Après, pour revenir au niveau d'avant-crise, on a toujours entendu, ça sera quelque part en 2022, pour retrouver notre niveau pré-crise. Ça voudrait dire aussi qu'on a passé par pertes et profits les 2 années de croissance qu'on n'aura pas eu. Mais l'objectif est de revenir au niveau de production de fin 2019. Voilà, quelque part en 2022. Mais c'est vrai que la France, quand on regarde, ça sera quand en 2022? C'est encore trop compliqué de le dater. Et comment se situe par rapport aux autres aussi? J'aimerais savoir le dater. Ça nous faciliterait la vie. Je pense que ça sera un peu plus rapide que ce qu'on craignait, ce qui est une bonne nouvelle. Deuxième semestre ou premier semestre? Je vais dire un espoir plus qu'une certitude. Plus vite ce sera et mieux ce sera. L'objectif est véritablement de relancer l'activité et de retrouver ce niveau de croissance d'avant-crise. Je signale simplement que nous avons des chiffres qui aujourd'hui sont encourageants, une situation épidémique qui s'améliore et c'est tant mieux. Et nous échangeons sur le premier et le second semestre pour le retour au niveau d'activité d'avant-crise. Là, les Américains ont retrouvé ça cette année. Il y a quelques semaines ou quelques mois, nous aurions eu les mêmes discussions en ne pensant pas possible ou en craignant que ce ne soit pas possible en 2022. Donc les efforts que le gouvernement fait, les efforts que les Français font, que les entreprises font, pour maintenir l'activité, pour prendre des mesures d'urgence et ainsi tenir l'économie à flot et ensuite la relancer, sont des efforts qui payent. Au premier trimestre de cette année, de 2021, nous sommes un des seuls, sinon le seul pays de la zone euro à avoir une croissance positive, à 0,4%. Parce qu'ils ont confiné avant nous aussi. Ils étaient confinés. D'ailleurs, ça démontre au passage que la stratégie du président de la République était la bonne, puisqu'ils sortent du confinement en même temps que nous, alors qu'ils y étaient rentrés beaucoup plus tôt. Mais nous avons une activité, une croissance positive de 0,4%, quand toute la zone euro est en récession de moins 0,6%, que notre premier partenaire connaît une récession plus importante. Et, signe encourageant aussi, au premier trimestre de l'année 2021, le secteur privé, les entreprises ont créé 57 000 emplois nets en France. C'est aussi un signe encourageant sur le maintien de l'activité
le maintien de la confiance et l'investissement des entreprises soutenu par le plan de relance permet aussi de mesurer cette confiance. Les Américains, eux, pardon de se comparer à eux, vont sortir cette année, vont retrouver leur niveau de prospérité pré-crise cette année. Ils ont moins perdu en 2020, nous le savons. Ils vont gagner plus en 2021. 7% de croissance sur 2021 attendu, alors qu'ils ont connu une récession 2 fois moindre l'an passé. Ça appelle un commentaire ou pas quand même? Je ne sais pas si ça appelle un commentaire, ce qui est parfois difficile de comparer ce qui n'est pas forcément comparable. Ouais. J'entends par exemple beaucoup de comparaisons entre le plan de relance français et le plan de relance américain. Sauf que les États-Unis, c'est plus grand que l'Europe. Et la bonne comparaison serait d'additionner le plan de relance européen pour comparer. J'entends des comparaisons sur des modèles qui ne sont pas les mêmes, qui ne tiennent pas compte des États fédéraux, qui ne tiennent pas compte non plus de la quasi-absence enfin, ils en font plus que nous, d'activité partielle. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu lorsqu'on regarde l'engagement des pouvoirs publics en France, avec les mesures d'urgence et les premières mesures du plan de relance en 2020, le cumul de l'urgence et de la relance en 2021, et ce que nous allons engager en 2022, nous sommes sur 20% du PIB. Le plan de relance américain est à 24 d'écart. Mais vous mettez quoi dans vos 20 points? Vous mettez aussi les garanties du PGE? Non, il n'y a pas de garantie sur les PGE, c'est important. C'est uniquement du décaissement, soit du décaissement de l'État, soit du décaissement et de la perte de recettes aussi, de la sécurité sociale au rythme des exonérations et de l'évolution de l'activité. Alors, autre sujet, on avait Laurent Berger qui était à votre place il y a de cela quelques jours. Enfin, il était qu'à contact, donc pour le coup, on l'avait en Zoom. Je souhaite surtout qu'il aille bien dans ce cas-là. Il va bien, il va bien. Qu'il n'ait pas été malade. Il défend l'idée d'une taxe temporaire sur les ultra-riches pour financer un plan pour soutenir la jeunesse, qui a largement morflé dans cette crise. Vous y êtes ou vous n'êtes pas favorable? Sachant que les Français ont été interrogés, c'était en avril, hein, mais à 72%, ils sont favorables à taxer davantage les plus hauts revenus. Ça dépend où on met le critère des plus hauts revenus. Parce que généralement, on le met toujours au-dessus de ce que l'on gagne soi-même. C'est un principe et c'est assez humain, c'est assez normal. L'idée n'est pas neuve. Nous avons une ligne, et une ligne que nous respectons de manière constante depuis le début du quinquennat, qui est de refuser toute augmentation d'impôts, quelle qu'elle soit, et au contraire d'accentuer la baisse des impôts que nous avons initiés. Je rappelle qu'à la fin du quinquennat, les impôts auront baissé de 50 milliards d'euros, la moitié pour les ménages, la moitié pour les entreprises. Taxer les millionnaires, c'est pas, vous ne le ferez pas. Non, mais une concentration très forte sur 80% des Français avec la taxe d'habitation ou l'impôt sur le revenu. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Là, c'est l'idée de taxer ce qu'ils appellent les ultra-riches, donc j'imagine ceux qui gagnent des millions d'euros par an. J'aimerais avoir la garantie que ce soit efficace, mais je le répète, notre ligne de conduite, c'est de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires, quels qu'ils soient. Bon. La France se finance de nouveau à taux positif. C'est vrai. C'était depuis, ça fait quoi? Ça fait 15 jours, non? Ça fait une quinzaine de jours. Ouais, une quinzaine de jours. Ce retour au-dessus de la ligne de flottaison, peut-être que c'est un retour au lieu du soft à la normale. La fin d'une parenthèse de 2 ans où les taux d'intérêt étaient en négatif, ce qui est quand même, quand on réfléchit, une aberration économique. Hein. Ça peut paraître une aberration, effectivement, même si ça peut être utile, c'est parfois même incompréhensible. Ouais. C'est difficile d'expliquer qu'un État peut emprunter avec des taux négatifs, avec des primes d'émission et avec un service de la dette qui diminue alors que le stock de la dette... Ça arrange vos affaires, nos affaires tous d'ailleurs. Ça n'est pas nouveau, mais c'est un phénomène qui a été constaté. Aujourd'hui, nous revenons dans des niveaux positifs. C'est un retour à une forme de normalité. Qui reste très bas, il y a une forme de normalité. Ça s'explique aussi par des tensions inflationnistes, la reprise en Asie, la reprise aux États-Unis que vous avez évoqué, le plan mis en œuvre par l'administration américaine avec des investissements massifs, mais d'une certaine manière brutaux, c'est-à-dire extrêmement rapides. Il n'y a pas eu d'intervention au long cours, comme nous avons pu en avoir en France avec l'activité partielle ou le fonds de solidarité, mais des éléments d'intervention, des épisodes d'intervention assez massifs et avec une forme de violence, mais je mesure les mots en disant cela, qui créent des tensions inflationnistes. Donc c'est un point que nous suivons de près, avec beaucoup d'attention. Nous restons aujourd'hui à des taux qui sont extrêmement bienveillants, ce qui témoigne aussi de la crédibilité et de l'image positive de la France sur le marché. Par rapport au point bas de fin 2020, 40 ou 50 points de base. C'est vrai. C'est quand même pas anodin non plus. Ça n'est pas anodin. C'est la raison pour laquelle nous le suivons de près. Et c'est aussi l'occasion de souligner combien est utile dans ce cas-là l'action de la Banque Centrale Européenne, la politique monétaire menée au niveau européen, parce que c'est aussi un élément de protection contre des mouvements de taux comme ceux que nous pouvons constater aujourd'hui. Donc cette remontée des taux à 10 ans sur la dette souveraine française n'a rien d'alarmant aujourd'hui. 40-50 points de base, on est à plus 10 dans l'absolu, 10 points de base, 0,10, 0,15, je crois, sur 10 ans, sur le 10 ans. Maintenant, est-ce que sur l'avenir, parce que... C'est à la fois un point d'attention, je l'ai dit, c'est aussi la démonstration qu'en matière de dette, qu'en matière de finances publiques, la question de la crédibilité, du sérieux et de la constance est une question qui est toujours valable, qui est toujours utile à poser. Et qui à partir de quel niveau de dette on est plus crédible? 120 points de PIB en dette, on est crédible. À 150, on l'est toujours? Regardez l'Italie, ils sont au-delà et pour autant, ils empruntent encore dans de bonnes conditions. Donc on peut continuer à emprunter. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, et le mouvement de taux que nous voyons aujourd'hui,
montre que nous sommes dans une situation de crise et que nous avons la possibilité d'engager des dépenses tout à fait exceptionnelles pour y faire face, mais que lorsque la crise s'arrête, il faut aussi savoir sortir des dépenses exceptionnelles, revenir à une forme de normalité, de soutenabilité, pour garder cette crédibilité et ne pas être en situation de dépendance ou de fragilité sur les marchés. Parce que malgré, encore une fois, cette dette publique à 120 points du PIB, la charge de la dette sur 2021 est inférieure à celle de 2020. Exactement. On est sous les 40 milliards, on est à 37 milliards d'euros. Un peu moins même, légèrement au-dessus de 36, plus que sous 37. Mais sachant que vous tablez sur un taux moyen sur 2021 à 0,5%, donc on est en dessous. Nous avons toujours gardé les hypothèses de la direction du Trésor et de la direction du budget, qui sont là aussi des hypothèses prudentes. Ouais. Et je le répète, c'était le cas quand j'étais élu local et notamment maire, toutes choses égales par ailleurs. C'est à nouveau le cas aujourd'hui comme ministre des Comptes publics. En matière de finances publiques, je préfère la prudence à l'impatience ou à l'excès. Vous avez un seuil d'alerte, Olivier Dussopt, ou un niveau de taux à 10 ans à partir duquel vous vous dites la charge de la dette qui aujourd'hui est largement gérable peut devenir problématique à terme. Fixer un seuil aujourd'hui et considérer qu'il serait une vérité absolue n'a pas de sens. N'a pas de sens dans la mesure où... Parce que c'est mathématique, on sait que si on prend 100 points de base, on sait qu'il y aura X milliards de plus, et donc il faudra... Ça dépend de plusieurs choses, ça dépend aussi du niveau de l'inflation, et ça dépend du positionnement et des orientations de la Banque Centrale Européenne. Donc je ne me hasarde pas à dire qu'un taux, un chiffre, serait une marge qui serait irréversible, puisque en fonction du taux d'inflation et des positions de la Banque Centrale Européenne, ce taux peut être amené à changer à tout moment. Et on finit là-dessus, mais vous avez peur du retour de l'inflation, parce que c'est un sujet qui aujourd'hui angoisse un peu les marchés. C'est d'ailleurs une des illustrations, une des explications de cette légère tension sur les taux et sur les marchés financiers. L'inflation, pour l'inflation, ça n'est jamais une bonne chose. L'inflation qui accompagne un regain de croissance et qui permet aussi d'accompagner cette croissance peut être supportable. Là aussi, c'est une question de curseur, mais pas de curseur d'un seul taux qui serait le taux d'inflation, de curseur par rapport à d'autres éléments macroéconomiques. À ce stade, ce n'est pas une inquiétude, mais tous les paramètres en termes de finances publiques, que ce soit les taux, l'inflation, la croissance, nous les regardons dans leur ensemble, et ce regard porté sur l'ensemble des paramètres fait qu'aujourd'hui, nous sommes confiants. Nous pensons avec Bruno Le Maire que la capacité de l'économie à repartir est réelle, que la résilience, pour prendre un terme désormais usuel et très forte pour notre économie, mais plus que de résilience, plus que de résistance, c'est cette capacité à aller de l'avant. J'ai fait au cours des derniers mois, depuis la fin du projet de loi de finances pour 2021, j'ai fait plus de 30 déplacements pour constater la mise en œuvre du plan de relance. J'ai visité autant, sinon plus, d'entreprises qui investissent, qui sont accompagnées dans le cadre du plan de relance. J'ai eu à chaque fois des rencontres avec tous les acteurs économiques de chaque département, dans les plus de 30 départements que j'ai visités. Partout, il y a des interrogations, il y a des difficultés, parfois sur le recrutement, parfois sur la question des matières premières, mais partout, il y a une envie d'avancer. Il y a aussi, globalement et même très généralement, un satisfecit des acteurs économiques pour ce que le gouvernement a mis en œuvre en matière de mesures d'urgence comme en matière de relance. En vous demandant de ne pas débrancher les choses trop rapidement. Ce que nous faisons, nous allons le faire de manière très progressive, cela a été dit, le Premier ministre a confirmé les modalités, notamment de sortie progressive du régime particulier d'activité partielle liée au Covid. C'est Gabriel Attal qui dit on passera du fonds de solidarité. Ce sera la fin du quoi qu'il en coûte ou on passera au quoi qu'il arrive, il a dit. Au quoi qu'il arrive, mais... J'ai pas compris, c'est quoi, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Enfin si, j'ai un peu compris, mais je vous laisse expliquer. Le seul objectif ou la seule explication, c'est que les dispositifs de fonds de solidarité et le niveau de reste à charge pour l'activité partielle vont être modifiés progressivement tout au cours de l'été. À mesure que l'activité revient, nous allons le faire de manière différenciée, en continuant à protéger plus fortement les secteurs qui le nécessitent, la restauration tant qu'il y a des jauges, l'événementiel, la culture tant qu'il y a des jauges aussi. Et nous nous tenons prêts à tous les scénarios, y compris les plus pessimistes, c'est-à-dire à remettre et à redonner de la vigueur à ces aides. Nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons que la sortie de l'épidémie, la sortie de la crise soit définitive, mais là aussi, il vaut mieux être prudent et regarder comment les choses se passent avec un caractère très progressif à l'extinction de ces aides, plutôt que d'aller trop vite et de gâcher ce que nous avons fait depuis plus d'un an maintenant. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc je retiens en tout cas qu'a priori, quelque part durant le mois de juin, il y aura une actualisation, une révision a priori à la hausse de la croissance française. J'espère que cette révision sera une révision positive. En tout cas, les indications données par la Commission européenne et par la Banque de France nous laissent le penser. L'INSEE, je l'ai dit, est un organisme indépendant. Et c'est sur la base des prévisions de l'INSEE que nous construisons nos cadrages macroéconomiques. Bon, et je précise que Laurent Berger n'était pas qu'à contact, mais en quarantaine puisqu'il rentrait de l'étranger. Il faut dire les choses dans ce cas-là, l'essentiel, c'est qu'il aille bien. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Olivier Dussopt, donc ministre chargé des comptes publics, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.